Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sciences Publiques, votre rendez-vous quotidien de débat, chroniques et reportages. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 23 juin. C'est une pluie de bombes qui s'est abattue sur l'Iran aujourd'hui. Israël annonce des frappes d'une puissance sans précédent sur les sites nucléaires, mais aussi des centres du pouvoir. La prison d'Evin, pénitencier, symbole de la répression des mollahs, a notamment été visée. La guerre a changé de dimension après les frappes américaines de dimanche. On analyse cette nouvelle donne stratégique avec nos invités dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un débat consacré à la grande misère de la psychiatrie française que je vous propose. La psychiatrie va mal. Les services d'urgence sont saturés et ne sont plus en mesure d'assurer la prise en charge dont les patients ont besoin. Au CHU d'Angers, certains malades, y compris ceux présentant des idées suicidaires, restent parfois plus d'une semaine au service d'accueil des urgences dans l'attente d'une place en psychiatrie. Michel Barnier avait décrété grande cause nationale la santé mentale pour 2025. Le ministre de la Santé a dévoilé il y a 15 jours un plan d'action qui promet une refonte de la psychiatrie. Mais où sont les moyens humains et financiers? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les dernières informations venues d'Iran au 10e jour de guerre aérienne. L'Iran de Khamenei semble de plus en plus seul face au duo Trump-Netanyahou. Jérôme Rabier. Les frappes israéliennes sur Téhéran aujourd'hui sont parmi les plus massives effectuées depuis le début des hostilités. Le site nucléaire de Fordo, frappé par les Américains ce week-end, a aussi été ciblé pour en empêcher l'accès selon Tsahal. Autre objectif touché, les lieux de pouvoir des redoutés gardiens de la révolution. À cet instant précis, les avions de l'armée de l'air israélienne intensifient les frappes dans la région de Téhéran en mettant l'accent sur les quartiers généraux des gardiens de la révolution ainsi que sur tous les éléments menaçant l'État d'Israël. Des lieux de pouvoir, mais aussi des symboles comme la prison d'Evin touchée par les frappes israéliennes. À l'intérieur, y sont gardés des prisonniers politiques et opposants du régime ainsi que des Occidentaux dont 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Selon le Quai d'Orsay qui dénonce cette frappe, il n'aurait pas été touché. Au niveau diplomatique, les ministres des Affaires étrangères européens se sont retrouvés à Bruxelles, mais avec de grandes différences, notamment au sein du couple franco-allemand. Nous appelons à la retenue, nous appelons à l'arrêt des frappes, nous appelons l'Iran à ne prendre aucune mesure susceptible d'aggraver encore une situation qui est d'ores et déjà extrêmement dégradée. Il n'y a aucune raison pour nous, ni pour moi personnellement, de critiquer ce qu'Israël a commencé il y a une semaine, ni de critiquer ce que les États-Unis ont fait le week-end dernier. À défaut d'une solution diplomatique européenne, les ministres présents dénoncent d'une même voix la possible fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, par où transite plus de 20% du pétrole de la planète et qui frapperait à coup sûr l'économie mondiale. L'Iran a-t-il encore des alliés? La Chine et la Russie vont-elles soutenir les mollahs? On en débat avec Maud Kessar. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice du domaine espace transatlantique Russie à l'IRSEM, spécialiste des politiques étrangères des États-Unis et des guerres de l'information. Et d'ailleurs, votre livre « Les guerres de l'information à l'ère numérique » est publié aux presses universitaires de France. Emmanuel Dupuis, bonsoir, bienvenue à vous. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, vous êtes enseignant en géopolitique à l'Université catholique de Lille. Maya Kadra, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste à la revue Politique et parlementaire et spécialiste du Moyen-Orient. Et Mickaël Darmon, bonsoir Mickaël, éditorialiste politique. Bienvenue à tous les 4. On va commencer par ces frappes. Alors Israël parle de frappes sans précédent contre des cibles du régime, des organes de répression gouvernementaux en plein cœur de Téhéran. Et quand Israël Katz, le ministre de la Défense, dit ça, évidemment, on pense tous à cette prison d'Evin. Maud Kessar, est-ce que, si je vous pose une question un peu plus générale, le but de guerre a manifestement changé pour vous? Alors le but de guerre pour Israël n'a pas changé. Par contre, ce qui est plus difficile à déterminer, c'est quel est le but de guerre pour les États-Unis. Et c'est la question que l'on se pose parce que, en fonction du but de guerre et des effets recherchés, eh bien, on pourra avoir une prolongation de l'engagement américain ou non. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans les débats qui ont cours, c'est qu'on pense
peut-être un petit peu hâtivement que ce but de guerre dépend de l'imprévisibilité d'un homme, Donald Trump, on l'a beaucoup commenté, mais si on revient sur les événements du week-end, on comprend bien qu'on ne pouvait pas ne pas préparer une telle attaque, on comprend bien que les différents membres du Congrès ont été prévenus avant le week-end et dès vendredi après-midi qu'il faudrait avoir une réunion en tout début de semaine pour discuter en fait de la situation donc en Iran. Et on comprend aussi que Donald Trump n'est pas seul à prendre complètement ses décisions et qu'il a un entourage qui devient de plus en plus clair dans la prise, dans on va dire dans la prise de position, la posture américaine. Dans le choix stratégique que ça a pu représenter de frapper notamment ces sites nucléaires. Si vous voulez bien, on y reviendra un peu plus tard parce que c'est intéressant. Vous étiez déjà venu la semaine dernière parler des courants qui peuvent peut-être s'opposer autour de Donald Trump et on rentrera un peu plus dans le détail de la prise de décision avec vous. Emmanuel Dupuis, si on est sur la stratégie israélienne, alors on se dit, bon, elle semble là aussi longuement mûrie, cible après cible, il y a des cibles humaines, il y a des sites stratégiques, il y a des sites nucléaires. Et la question qui se pose, c'est pendant combien de temps? C'est-à-dire jusqu'où ces frappes peuvent-elles durer, d'après vous? Alors déjà, il faut sans doute faire un parallèle avec la manière dont Israël s'était, entre guillemets, occupé du Hezbollah en septembre dernier au Liban. En ciblant, on a souvent résumé ça à l'opération des Pagers, mais c'était bien plus profond que cela. On va cibler le leadership du Hezbollah, on met hors d'état de nuire le secrétaire général Nasrallah, mais on s'occupe aussi de toute la chaîne de commandement. Je crois que ce qui est en train de se passer en Israël, par rapport en Iran par rapport aux frappes israéliennes, ressemble beaucoup à cela. La semaine dernière, on a éradiqué à peu près 25 des officiers généraux, des forces de sécurité, des gardiens de la Révolution et des forces armées. Aujourd'hui, il y a eu à peu près une centaine de frappes qui ont ciblé Téhéran et d'autres villes, non seulement les gardiens de la Révolution, mais les Bassidji, c'est-à-dire les 350 000 hommes qui peuvent être mobilisés pour la répression, le cas échéant, comme ce fut le cas en 2021, comme ce fut le cas en 2022, comme ce fut le cas déjà en 2009. Donc le but de guerre, ou l'objectif final recherché de la part d'Israël, c'est d'essayer de provoquer une mobilisation de la rue iranienne en libérant les appareils de sécurité ou en donnant l'impression que l'appareil répressif est touché. Et c'est, je crois aussi, ce que les Américains pensent. En tout cas, si j'ai bien entendu la quinzaine de minutes de propos du président américain, rappelant que la guerre contre l'Iran n'a pas commencé avec les frappes contre Fordo, Natanz et Ispahan, mais en remettant en avant le fait que, depuis 40 ans, 1000 soldats américains avaient été tués et que ça justifiait la frappe que lui-même avait ordonnée en janvier 2020 contre Qasem Soleimani, donc le chef de la brigade. Effectivement, dans une stratégie plus longue. Il construit une narration plus longue. Et je crois que c'est exactement ce dont les Israéliens avaient besoin pour justifier leur action. Et avec donc cette prison d'Evin, dans laquelle d'ailleurs, on va le rappeler, sont emprisonnés les deux Français, Cécile Coller et Jacques Paris, otages de l'État islamique depuis plus de 3 ans. Enfin, pardon, l'État islamique, c'est pas ça. Donc, de l'Iran, de la République islamique d'Iran. C'est ce que je voulais dire. Et c'est un autre nom qui est sorti. Je m'en excuse auprès de vous. Donc ça fait plus de 3 ans que Cécile Coller et Jacques Paris sont otages. Selon le ministère français des Affaires étrangères, ils n'auraient pas été touchés, on est au conditionnel, par cette frappe israélienne qui a été par ailleurs condamnée, jugée inacceptable. Je reste sur cette prison, Maya Khadra. C'est quoi? C'est juste un symbole ou c'est quand même aussi un coup porté au régime? On s'est interrogé au sein de la rédaction, mais pourquoi frapper cette prison, au-delà du symbole? Alors, au-delà du symbole, d'après les explications du porte-parole de l'armée israélienne, Tsahal, arabophone, Afichai Adrae, que j'ai écouté cet après-midi, il a désigné cette prison comme une cible militaire. Et il a expliqué ce choix par le fait que cette prison était utilisée pour organiser des frappes, pour organiser aussi les répressions, les éventuelles répressions contre le peuple iranien. Et donc, il a ramené la prison au statut de cible militaire pour légitimer cette frappe. Donc ça vient du porte-parole. Et revenons au symbole aussi. Donc évidemment, nos 2 otages français sont détenus là-bas, mais également des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes qui ont été arrêtés parfois pour rien, pour une accusation complètement fallacieuse. Je me souviens de cette prison de Saïd Naya en Syrie. La libération de Saïd Naya, c'était vraiment, ça a montré que c'était les prémices de la chute du régime. Aujourd'hui, le fait qu'Evin soit touché
même si les Israéliens n'admettent pas que ça a été touché pour libérer des prisonniers. D'ailleurs, les prisonniers sont toujours à l'intérieur. Il n'y a pas eu une fuite massive de prisonniers, c'est l'entrée qui a été endommagée et un bâtiment aussi annexe. Mais ça apporte un coup à ce régime répressif. C'est humiliant comme frappe. Oui, effectivement, Maud Kessa. C'est l'objectif du régime change qui a été affiché par Netanyahou et que Trump a repris d'un tweet alors qu'il avait dit qu'il était contre il y a une semaine avant en allant à l'encontre de toutes les politiques des néoconservateurs dans la région depuis le début du XXIe siècle. Mais effectivement, symboliquement, c'est Et alors, fort. sur la chaîne de décision de cette frappe, à qui finalement s'est-il référé Donald Trump ? Qui a pris la main, en quelque sorte, pour décider de ces frappes contre les sites nucléaires ? Alors, il faut rappeler que Donald Trump est Commander-in-Chief et que même s'il a des conseils, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait quand même, et dans les déclarations qui sont faites post-frappe, il y a celle de Donald Trump, donc qui est très satisfait, très content, qui se félicite, toujours une victoire. Et puis, il y a son chef d'état-major, Kane, qui, lui, est plus prudent sur le résultat parce que c'est un militaire précautionneux, qui connaît, en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé dans la prise de décision, c'est le poids qu'a joué le général qui commande le CENTCOM, donc c'est-à-dire le commandement militaire pour le Moyen-Orient et qui est dirigé par le général Michael Kurilla. Et ce qui est très intéressant, c'est le poids dans la chaîne de commandement que Kurilla a pris par rapport donc au chef d'état-major des armées qui est donc Kane. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est doublement intéressant parce que Trump et son administration avaient dit depuis le départ, nous on va évincer un peu les généraux qui sont à la tête de ces commandements militaires régionaux. D'une part, il s'en était beaucoup méfié lors de son premier mandat, notamment. Tout à fait. Et pour une bonne raison, c'est qu'aux États-Unis, contrairement à la France, en fait, c'est pas la grande muette nécessairement aux États-Unis et ceux qui sont vocaux au sens américain du terme, qui ont une voix qu'ils portent et qui sont très écoutés, c'est justement ces généraux qui sont à la tête des commandements militaires régionaux, les deux plus importants étant l'Indo-PACOM pour l'Indo-Pacifique et le CENTCOM pour le Moyen-Orient. Ensuite vient le EUCOM. Donc Kurilla a un rôle important. S'il est capable de dire au président des États-Unis ces frappes ou une opération est faisable, et moi je me suis renseignée, il a du poids et ça peut mettre en confiance aussi Trump. Il a son commandant local qui lui a dit on peut frapper et ce sera un succès. Quoi. Il y a une faisabilité, ils ont été prudents, ils ont regardé ce que les Israéliens ont fait et ensuite ils ont pu donner des garanties. Ça ressemble beaucoup à la prise d'influence qu'ont eu les généraux McChrystal et Jean Petraeus quand il s'est agi de justifier des frappes et de l'implication américaine en 2001 en Afghanistan et en 2004 en Irak. Le commandement local prend la main sur le Joint Chief of Staff, c'est-à-dire le commandement qui est loin. Et donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que les Américains vont entrer en guerre, ou ils sont prêts à entrer en guerre. S'il y a cette mobilisation... Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais... ça peut faire partie c'est un des chapitres du débat, évidemment. Jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller ? Enfin, les bombardiers sont rentrés dans le Missouri en partie, mais d'autres sont sur la base britannico-américaine de Diego Garcia, donc prêts à être en capacité de vous donner la parole là-dessus, mais Mickaël, vous voulez intervenir. Oui, parce qu'on a beaucoup dit qu'une partie de l'électorat de Trump était opposée à cette frappe, mais en réalité, ce sont des partisans du retour du prestige de l'Amérique, tel que le disent les initiales de MAGA, et donc cette opération, elle est prestigieuse. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi la raison pour laquelle on n'entend pas de critiques de la part de ceux qui étaient réticents politiquement à cette frappe, parce qu'en réalité, ils voient bien que ça affiche quand même un prestige américain qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il doit revenir au premier plan. Même si ça semble effectivement contradictoire avec les propos de Donald Trump quand il revient à la Maison-Blanche. Maud Kessa, et je reviens vers vous juste après. C'est vrai qu'il y a deux camps chez les républicains. Alors on voit quand même que sur la frappe et chez les républicains plus traditionnels, il n'y a pas finalement de complète réticence à l'opération. Et je ne parle pas des MAGA ici. J'avais évoqué précédemment dans des discussions qu'on a pu avoir ici aussi les nationalistes chrétiens conservateurs qui sont représentés quand même auprès de Donald Trump dans sa garde rapprochée par Vance, mais aussi par Rubio. Il y a toujours une donc le vice-président. Le vice-président et Rubio qui donc cumule deux fonctions, qui est à la fois conseiller à la sécurité nationale depuis peu, puisqu'il a remplacé, souvenez-vous, Waltz qui a été donc limogé à la suite du Signalgate,
Et puis, il est à la tête du département d'État. C'est quand même la diplomatie américaine qui parle ici. Mais on a quand même certaines critiques MAGA, et notamment d'une MAGA complotiste qui a une certaine voix, qui est Marjorie Taylor Greene, qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux et sur X en particulier, en marchant sur une ligne un petit peu difficile et en disant que, bon, elle soutenait le président, mais que les MAGA, des MAGA durs, ne sont pas complètement pour des aventures extérieures qui pourraient rappeler celles des guerres longues. Et sur l'efficacité de ces frappes, parce qu'il y a le discours de Donald Trump qui parle d'un grand succès, etc. Mais qu'est-ce qu'on en sait, Maya Khadra? C'est par exemple les stocks d'uranium enrichi. Est-ce qu'on est sûr qu'ils étaient sur place ou est-ce qu'ils ont pu être déplacés auparavant? Alors, on a vu une file de camions, d'après les images satellitaires, le 19 juin, qui ont été déplacés en dehors du fameux site inatteignable de Fordow. Donc, très probablement, c'est à peu près ces 400 kg d'uranium enrichi ont été déplacés. Cela étant dit, si les satellites ont capté ces convois de camions qui les déplacent, je trouve qu'il y a... Ils ont pu les suivre jusqu'à il y a une traçabilité très évidente à établir, et je pense que déjà, une partie, elle est traquée et bien localisée. Mais j'aimerais juste revenir à l'idée de l'engagement à long terme des États-Unis dans cette guerre. En fait, je placerais sous le signe de la prudence le fait de parler d'engagement. C'était un one-shot, c'était une opération très ponctuelle. Ce que les Américains ont fait, à savoir les frappes sur le site de Fordow, mais c'est très différent, par exemple, de la guerre en Irak. On n'a pas toute la communication en amont, comme la communication très parfois caricaturale à laquelle on a assisté avant la guerre d'Irak. Il n'y a pas de troupes au sol, il n'y a pas la même mobilisation. Donc aujourd'hui, c'est une participation à une guerre pour en tirer un Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de seuil psychologique qui a été passé en ordonnant ces premières frappes? Non, je trouve que ça s'inscrit un peu dans la lignée du président Trump et qu'il a été très cohérent avec lui-même. Celui qui a assassiné Qassem Soleimani, il finit aujourd'hui. Je vais vous redonner la parole, mais je voudrais qu'on aille vite parce qu'il y a encore toutes les questions autour des alliés potentiels ou pas d'ailleurs de l'Iran que je voudrais aborder. Emmanuel Dupuis. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la Situation Room qui a décidé des frappes, c'est l'absence d'un certain nombre de personnes. Et notamment de Tulsi Gabbard, qui avait été il faut dire qui est qui. La directrice nationale du renseignement, l'équivalent d'une coordinatrice du renseignement, comme on a un coordinateur du renseignement à l'Élysée, à la présidence de la République. Alors, Donald Trump a besoin de marginaliser les voix dissonantes pour donner des gages à ses partenaires israéliens. Il y a une personne qu'on n'a pas citée notamment non plus, qui est l'ambassadeur américain Mike Huckabee, l'ambassadeur américain à Jérusalem et non plus à Tel Aviv, qui est très insistant pour inciter, comme courant de transmission d'Israël vers les États-Unis, pour dire qu'il faut aller un petit peu plus loin. Alors, je pense que les Américains ont fait un one-shot cinétique, mais ils sont déjà entrés dans une guerre hybride. Premièrement, parce qu'ils ont un peu la volonté d'essayer de placer des hommes à eux dans le futur régime ou dans cette logique du regime change. Ça n'a pas été évoqué tel quel, mais la présence en Europe de la tournée de l'héritier du Shah, Reza Pahlavi, fait partie d'une ligne opérative soutenue par les Américains pour donner l'impression qu'il y a une alternative. Elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Je pense que tous les experts qu'on a reçus sur ce plateau ne croient pas en un retour Absolument, c'est pas ce que je dis. Du Shah. Mais les Américains ont fait pareil en Irak, en pensant qu'il suffit d'amener quelqu'un sur place pour qu'il soit légitime. Je suis d'accord avec mes collègues, ce n'est pas crédible. Oui. Comme promis, on ouvre le chapitre consacré aux alliés de l'Iran et en premier lieu, la Russie. Vladimir Poutine a réagi aujourd'hui aux frappes américaines. Il recevait d'ailleurs à Moscou le ministre iranien des Affaires étrangères. Cette agression absolument non provoquée contre l'Iran n'a aucune justification ni fondement. Nous avons une longue, bonne et fiable relation avec l'Iran. De notre côté, nous prenons des mesures pour apporter notre aide au peuple iranien. Maya Khadra, sur quoi repose ce lien entre la Russie et l'Iran? Est-ce qu'on peut parler d'une alliance? Ou est-ce que le mot est trop fort? Le mot est très très fort et il est irréaliste. Il n'y a pas d'alliance militaire au sens comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, des alliés qui se battent les uns pour les autres. Aujourd'hui, on a l'impression que la Russie est même gênée par ce partenaire qu'est l'Iran, parce que
Ça démasque un peu la nature très hypocrite de ces relations entre la Russie et l'Iran. La Russie a profité longtemps de l'Iran avec les fameux drones Shahid qu'ils ont utilisés contre le peuple ukrainien, qu'ils utilisent toujours. Cependant, la Russie, aujourd'hui, elle est pieds et poings liés. Elle ne peut rien faire. Poutine vient de recevoir Araqji, le ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas eu de promesse. Et là, Poutine, il a parlé, là c'était ses derniers mots, nous apportons notre soutien au peuple iranien. Il n'a même pas parlé de régime, il n'a pas parlé de Khamenei. Et donc là, on voit bien que les Russes commencent à se retirer, un peu à pas feutrer de ce partenariat-là. Ils ne viendront pas au secours du régime, contrairement à leur action militaire en Syrie. Ils sont venus au secours de Bachar el-Assad en 2012. Je rappelle aussi un peu l'historique de ce partenariat. Quand il y a eu les pourparlers de Vienne en 2022, c'était sous le mandat de Joe Biden. Joe Biden aimait bien revenir à l'accord au JCPOA et on a bien vu qu'il y avait l'accord sur le nucléaire. L'accord sur le nucléaire. Il y avait une longue série de négociations de pourparlers à Vienne, dans la capitale européenne. On a bien vu que les Français ont joué le rôle du bad cop, à durcir un peu les termes de cet accord, etc., que tout le monde débattait et les Russes étaient des spectateurs. Ils n'ont rien fait pour faciliter l'émergence d'un nouvel accord. Maud Kessar, est-ce que dans la décision américaine de frapper l'Iran, il y a aussi un message envoyé à Vladimir Poutine d'une certaine façon ? Alors, le message a été clair de Trump à Poutine, c'est l'affaire Iran-Israël, c'est mon affaire, pas la tienne. Toi, tu as déjà les négociations sur l'Ukraine et occupe-toi de tes propres négociations. Le message, il est parfaitement clair sur ce point. Toutefois, dans les commentaires qui ont été faits par la diplomatie russe et notamment par Peskov après les frappes, il y a quand même la volonté de parler du soutien, comme le dit Poutine, au peuple iranien, mais aussi d'avoir quand même un récit, je dirais plutôt un récit russe qui est celui des pays du Sud global en disant qu'on est un petit peu en soutien. Et ça, c'est de manière quand même à agacer les Américains. Donc on est quand même aussi ici on est dans des conflits ouverts et on est dans une guerre des propagandes qui est assez importante et qui est forcément menée par les premiers tenants de cette guerre des propagandes, à savoir les représentants des diplomaties de chacun de ces grands États. Effectivement. Oui, et puis une guerre qui évolue en permanence. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas comment encore l'Iran va réagir à l'attaque américaine. Ce qu'on voit, c'est que depuis quelques minutes, l'espace aérien du Qatar vient de se fermer. Oui. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait effectivement, selon les craintes... Le Qatar qui abrite la plus grande base américaine dans la région. Vous avez une base également à Bahreïn, vous avez donc des bases américaines dans la région, et la crainte principale, c'est effectivement cela. Donc on est effectivement sur des évolutions permanentes, et peut-être que des évolutions vont arriver assez prochainement. Oui, il y aura évidemment une riposte iranienne, on verra quelle forme elle prend en fonction de la puissance de frappe qui reste à l'Iran. Si les Iraniens frappent une de ces bases que vous mentionniez, donc au Qatar ou à Bahreïn, là on pourra parler effectivement d'États-Unis qui sont entrés en guerre. Une mondialisation, effectivement, du ce ne serait pas dans l'intérêt de l'Iran. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il peut, alors je pose une question, je crois imaginer la réponse, mais y avoir une aide militaire russe à l'Iran ? Non. Non. Alors, pour toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées, j'en rajoute une autre, c'est que le président russe sait très bien qu'il y a 1 million de russophones en Israël, que 20% de la population d'Israël parle russe, qu'il y a même un parti, Israël Beitenu, de Avigdor Lieberman, qui est un soutien politique, et que s'il perd ce soutien, quand il faudra faire face à la tempête judiciaire et politique, il aura besoin de ses soutiens. Donc le président russe ne veut pas se mettre à dos Benjamin Netanyahou et un certain nombre de forces politiques en Israël. Donc il est hors de question, tout comme le Premier ministre Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, qui a brandi dès le début l'idée qu'il pourrait y avoir une aide militaire, une aide balistique, c'est oublier l'immensité de soutien militaire américain au Pakistan dans sa lutte contre le terrorisme et dans sa lutte contre la prolifération des missiles balistiques, pour ne pas dire le contrôle nucléaire. Donc je ne vois pas qui pourrait aider militairement l'Iran. Après, il peut y avoir des soutiens politiques. Alors, le Sud global en a pris quand même un sacré coup. Aucun membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, pourtant, dont fait partie l'Iran, pourtant, depuis 2017, aucun membre des BRICS, dont fait pourtant partie l'Iran depuis août 2023 à Johannesburg, n'a montré son soutien, si ce n'est
j'allais dire, ostentatoire, mais pas réel. La liste des alliés, effectivement, elle est très, très réduite. Alors, parmi les possibles représailles ou les craintes d'escalade, on peut imaginer ça et nommer ça de différentes façons. Il y a la capacité de l'Iran à bloquer le détroit d'Ormuz. Écoutez sur ce thème la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Les craintes de représailles et d'escalade de la guerre sont énormes. En particulier la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui serait extrêmement dangereuse et n'arrangerait personne. Et j'accueille Steve Jourdain. Bonsoir Steve. Bonsoir. Le Parlement iranien a voté justement pour la fermeture du détroit d'Ormuz. La décision finale, elle revient au guide suprême. On peut peut-être commencer par expliquer de quoi l'on parle. Alors, c'est une voie navigable située entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Elle est coincée en fait entre 3 pays, l'Iran, le sultanat d'Oman et les Émirats arabes unis. Elle tient son nom d'une île, Thomas, l'île d'Ormuz, qui se trouve à 8 km de la côte iranienne. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, on parle d'un détroit de 55 km de large, de 212 km de long. Pour assurer le transit des hydrocarbures, 2 petits couloirs de navigation ont été tracés. Ils ne font que 3,5 km chacun. C'est donc extrêmement étroit. Et alors, expliquez-nous pourquoi ce détroit est stratégique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 20 millions de barils de pétrole y passent chaque jour. C'est 1/5 de la production mondiale. Ça équivaut à 600 milliards de dollars par an. En plus du pétrole, il y a le GNL, Thomas, le gaz naturel liquéfié. 1/3 de la production mondiale transite par le détroit. Mentionnons enfin l'importance de cette voie pour les pays de la région. Le Koweït, l'Irak, le Qatar l'utilisent aussi pour le commerce de marchandises. Avec un déséquilibre dans la dépendance internationale à ces hydrocarbures. Oui, un déséquilibre est-ouest. 84% du pétrole brut et 83% du gaz naturel liquéfié qui ont transité par le détroit l'année dernière étaient destinés au marché asiatique. Le premier acheteur du pétrole iranien n'est autre que la Chine. Thomas, au premier trimestre, elle a importé 5,4 millions de barils par jour. Tous ont transité par le détroit d'Ormuz. Et puis, on voit aussi l'Inde, la Corée du Sud. Ces 2 pays ont dans le même temps importé respectivement 2,1 millions et 1,7 millions de barils chaque jour. À titre de comparaison, au cours de la même période, les États-Unis et l'Europe n'ont fait venir, eux, que 400 000 et 500 000 barils par jour. Et l'Iran peut-il décider de fermer ce détroit ? C'est une menace qui est régulièrement brandie par la République islamique depuis plus de 10 ans, mais elle ne l'a encore jamais fait. Peut-être parce que son économie dépend grandement des hydrocarbures. Environ 10% de son PIB est lié directement à leur exportation. Une fermeture du détroit aurait donc des conséquences d'abord pour les Iraniens. Et puis, point un peu plus technique, Thomas, le détroit n'appartient pas à l'Iran. Une partie importante des voies qui sont empruntées par les bateaux sont situées dans les eaux du sultanat d'Oman. Si l'Iran décidait de mettre ces menaces à exécution, il entrerait directement en conflit avec ses voisins de la région. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Je vais vous poser un peu la même question et on a commencé à y répondre grâce à la chronique de Steve. Maud Kessar, ça vous semble plausible, cette fermeture du détroit d'Ormuz? C'est une solution jusqu'au boutiste, mais est-ce que la République islamique d'Iran a vraiment le choix actuellement de ne pas utiliser cette solution jusqu'au boutiste, parce que c'est une solution de pression maximale. Et il faut rappeler aussi que ce détroit, en fait, il permet, s'il n'est pas fermé, d'agacer de manière significative l'ensemble des grands États qui font transiter ces flux dont on a parlé, notamment pétroliers, la Chine, l'Inde, la Corée, mais aussi le Japon, par exemple. Et ce détroit est en fait de manière très dangereuse miné, puisqu'il y a des mines sous-marines qui sont placées par les Iraniens dans cette zone-là. Donc un accident étant vite arrivé, là on rentrerait dans une logique plus hybride, mais que les Iraniens ont l'habitude de pratiquer parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens capacitaires que les autres grands États qui transitent par là. Et vous dites attention, un État acculé peut prendre une décision de ce type. C'est ce qui a été voté cet après-midi. Oui, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, cette question d'humiliation, de symbole, de fierté, et de ne pas non plus se tirer une balle dans le pied sur le plan économique, peut pencher pour au fond, une réaction et une contre-offensive, en tout cas iranienne, sur des systèmes et des lieux militaires américains, parce que cela aurait aussi
valeur de très très forts symboles. Effectivement, on a évoqué le fait que le Qatar a fermé son espace aérien il y a quelques minutes. On peut imaginer que des développements vont arriver de ce point de vue-là. En tout cas, ça signifie cela, parce que on a bien compris que fermer le détroit d'Ormuz, ce serait contre-productif pour les Iraniens. Oui, alors on a bien compris en écoutant la chronique de Steve que ce sont les marchés asiatiques et particulièrement la Chine qui seraient frappés. On va écouter, on va ouvrir un chapitre consacré au rôle de la Chine et au soutien que la Chine pourrait ou peut apporter à l'Iran. Je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Attaquer des installations nucléaires placées sous la protection de l'Agence internationale de l'énergie atomique constitue une grave violation des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. La partie chinoise exhorte les parties au conflit à empêcher une nouvelle escalade de la situation, à éviter résolument toute propagation du conflit et à revenir à la voie d'une résolution politique. Alors, peut-être Emmanuel Dupuis pour commencer et ensuite Maya Kadra, mais sur le rôle de la Chine et sur effectivement... j'ai cru comprendre que les Américains essayaient de faire passer le message à la Chine d'empêcher l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est ça, le billard à trois bandes là ? Oui, alors les Américains partent du principe que les Chinois se sont immiscés déjà depuis quelques années dans des logiques de médiation. Mohammed Ben Salman, le prince héritier, Premier ministre saoudien, avait bien rencontré le président Ibrahim Raïssi avant qu'il ne décède, et donc donnant l'impression qu'il pouvait aussi avoir un rôle particulier. Enfin, tout le monde dans cette affaire sera touché. La Chine, parce qu'elle achète 80% du pétrole et du gaz naturel liquéfié iranien. La Russie est vent debout dans l'idée qu'il puisse y avoir une augmentation du prix du pétrole, puisqu'elle a encore fait comprendre, il y a quelques heures, avec le Premier ministre irakien, qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait cette hausse. On est à $77. Ouais. Or, la Russie part du principe que si on augmente trop les prix du pétrole, ça va être difficile de vendre le sien à prix plus bas, étant donné qu'elle le vend déjà à la Chine. Donc il y a effectivement un effet rotor ou un effet domino qui va impacter tout le monde. Alors, vous me posez la question à 1000 €. L'amitié, théoriquement, qui est supposée durer 25 ans. Ça s'appelle le Lion Dragon Deal. Le lion iranien, déjà, le symbole était... déjà un peu particulier, et le dragon chinois. Bon, alors on connaît les chiffres. 228 milliards d'investissements chinois en échange du pétrole, mais un pétrole à moins de $50. Pas un pétrole à 70, 80 $. Donc les Chinois, ils sauront trouver l'argument de dire ça suffit, puisque nous, on veut bien investir sur 25 ans, exportation notamment de produits agricoles, car paradoxalement, par rapport à la sécheresse, l'Iran importe beaucoup de riz chinois, dont elle a besoin pour nourrir ses 92 millions d'habitants. Donc je pense que la Chine va exercer une pression plus discrète, mais une pression pour que cela puisse se terminer le plus rapidement possible. D'où, paradoxalement, mais est-ce si paradoxal que ça, une concomitance d'agenda entre Washington et Pékin. Oui, effectivement. La Chine qui est quand même particulièrement discrète depuis le début des frappes aériennes israéliennes, ça pourrait changer là, d'après vous ? Non, je ne pense pas. Je trouve que la frilosité chinoise, elle va se perpétuer. Et même s'il y a donc ce fameux accord, le pacte de coopération stratégique entre l'Iran et la Chine qui a été signé en 2021, ce qui est incroyable dans cet accord, c'est qu'il s'étend sur plusieurs centaines de pages. Ces détails n'ont jamais été divulgués. On a une idée. Alors Emmanuel a parlé de 228 milliards d'investissements. D'autres sources parlent de 400 milliards d'investissements en termes d'infrastructures, de télécommunications, et surtout autour donc des hydrocarbures bon marché. Mais ça s'arrête là, en fait. Un pacte stratégique de ce genre est un pacte économique et n'est pas un pacte de défense, un pacte de vision stratégique commune. Si demain le régime tombe en Iran, ça ne changera absolument rien à la Chine et elle cherchera à signer un accord pareil. Alors on évoquait la capacité de réaction de l'Iran, cette information qui est encore à prendre au conditionnel donnée par nos confrères de la BBC et par plusieurs médias américains. L'Iran devrait, je vais être très prudent, s'attaquer justement à cette base américaine au Qatar dont on parlait tout à l'heure. Les Américains et les Britanniques demandent à leurs salariés de se mettre à l'abri. Maud Kessar, de toute façon...
on ne peut pas être que dans l'incantatoire, dans la réaction iranienne après les frappes américaines. Donc ce n'est pas très surprenant si ça arrive. Comme on le disait, ils sont acculés finalement, parce que c'est la survie d'un régime. Donc là, on est dans une forme d'essentialité, là aussi, s'ils veulent survivre et garder en fait un petit peu la tête haute, ils sont obligés d'aller plus loin. Alors le détroit d'Ormuz était déjà une première marche. Il faut rappeler que les Américains, via Rubio, ont effectivement fait signe à leurs homologues chinois pour demander à faire un petit peu pression sur les Iraniens pour désescalader. Évidemment, là, c'est l'effet boomerang de l'action one-shot de Trump. Si jamais si Téhéran frappe donc une base au Qatar, effectivement, là, les États-Unis rentreraient en guerre. C'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que l'administration Trump ne peut pas rester inerte après on va rester très prudent, si cette base américaine au Qatar est attaquée. Là, il faudra se mettre autour de la table, parce qu'il faudra sans doute avoir aussi les Saoudiens présents, puisque eux aussi accueillent beaucoup d'infrastructures et ils sont partie prenante du jeu. Donc, Emmanuel Dupuis. Et c'est surtout la réaction du Qatar qui est à attendre. Oui. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'ils partagent, l'Iran et le Qatar, le plus grand gisement de gaz naturel dans le Golfe Persique. S'il y a une attaque contre le Qatar, je vais vous dire qu'ils seront beaucoup plus offensifs pour en revendiquer la totalité. Pour l'instant, il y a une sorte de gentleman agreement, North Dome, South Fars. Les Qataris, ils vont laisser les Américains et la communauté internationale être beaucoup plus offensifs sur ce gisement. Et donc, si l'Iran se départit d'une partie de ses richesses en dehors des sanctions, ça va être très compliqué, mais vous le disiez vous-même, il n'y a plus de rationalité. Le Majlis a pris une position, donc le Parlement iranien a pris une position émotive. Sur le détroit d'Ormuz. Sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce que les radicaux, Ali Larjani et Ghalibaf, l'ancien maire de Téhéran, sont une autre forme de radicalité à côté des gardiens de la révolution. Pour l'instant, les Israéliens frappent les responsables militaires, pas encore les responsables politiques. Là, pour le coup, il y a cette radicalité qui réémerge. Il faut rappeler que ce qui va jouer à Washington aussi, c'est le poids des lobbies qataris, émiratis et saoudiens, puisqu'ils sont extrêmement présents et qu'aujourd'hui, là, ce qui se joue vis-à-vis de Trump, c'est les débats au Congrès et ils vont à coup sûr, ces débats au Congrès être alimentés par les lobbies des pays du Golfe. C'est déjà le cas habituellement, mais là, ils vont avoir un poids démesuré. Alors, ça nous offre évidemment la transition, Mickaël, puisqu'on avait décidé de se demander justement quelle pourrait être la position des pays du Golfe face à l'Iran. Alors effectivement, tout le monde retient son souffle, mais en tout cas, depuis le 13 juin, je peux vous dire que le message a été transmis donc aux Israéliens par divers canaux, dont certains canaux médiatiques, sur le thème tenez bon les gars. Ça vient un petit peu de ce fameux club des accords d'Abraham. Vous savez, c'est ce nombre de pays signataires, donc Émirats et Arabie Saoudite, pas Arabie Saoudite, mais en tout cas d'autres pays, notamment Bahreïn, qui ont passer des partenariats avec effectivement avec Israël. Et donc en fait, le message il est clair. On va exprimer officiellement notre inquiétude pour nos frères à Téhéran, entre guillemets, mais tenez bon et continuez. Ça, c'est effectivement la position réelle des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Et ces pays le font avec d'autant plus de tranquillité qu'il ne s'agit pas du dossier palestinien. Et d'habitude, le dossier palestinien oblige à beaucoup de circonvolutions, de précautions, parce que l'opinion est très sensible à l'égard de ce dossier. Là, ils peuvent y aller. Ça, c'est le discours officiel, on va dire, depuis quelques jours. En réalité, il y a quoi ? En réalité, ils veulent qu'un affaiblissement, effectivement, du régime iranien, au fond, soit actuel, soit actif, parce que ça ne peut que bénéficier, quand même, en tout cas, à l'Arabie Saoudite et aux pétromonarchies, mais pas trop quand même. Il ne faudrait pas que le régime tombe, il faudrait qu'il soit affaibli, mais pas qu'il tombe. Pourquoi ? Parce que ça permet quand même de continuer à avoir un régime autoritaire, non démocratique, c'est-à-dire au fond avec une forme de stabilité qui arrange l'Arabie Saoudite, qui ne voudrait pas qu'il y ait un nouveau partenaire un petit peu trop turbulent ou un petit peu trop, on va dire, nouvellement redécouvert par l'Occident. Il doit continuer à effectivement affaiblir l'Iran parce que, de ce point de vue-là, ça permet à Ben Salman de continuer à faire vendre, on va dire, son progressisme supposé aux Occidentaux et aux Israéliens. Alors l'Arabie Saoudite, qui est quand même un rival historique de l'Iran, qui s'était réconcilié avec le régime des Mollahs, c'est assez récent, printemps 2023. 2023, c'est ça. Donc là, on se dit, il y a quand même une contradiction, oui, non ?
Oui, en fait, apparemment, il y a une contradiction. On est dans une... Vous savez, on croit qu'au fond, que la seule manière de gérer les relations dans ces pays-là, ce sont nos codes politiques, nos schémas politiques. En réalité, vous avez aussi une autre dimension qui nous est souvent, au fond, par définition étrangère, mais c'est ce fameux combat intra-musulman, intra-islamique entre les deux courants, sunnites et chiites. Les sunnites sont rassemblés donc effectivement autour de ces pays, donc des accords d'Abraham, Arabie Saoudite, pétromonarchie, etc. Et vous avez l'Iran qui est le grand représentant de ce courant chiite, qui est un courant antagoniste au courant sunnite. Voilà pourquoi en fait, paradoxalement, une fois de plus, l'Arabie Saoudite n'a pas intérêt à ce qu'il y ait trop quand même de mouvements qui existent au sein de l'Iran. Et puis, une fois de plus, répétons-le, ce régime ultra-autoritaire, non démocratique, permet à l'Arabie Saoudite de rester quand même, au fond, le bon élève de la région, parce que c'est le principe connu, pour qu'il y ait un bon Dieu, il faut qu'il y ait un diable. Donc en fait, les mollahs sont un peu aussi les idiots utiles des pays du Golfe. Merci beaucoup, on va y revenir là-dessus. Maud Kessar, je crois qu'il faut que vous nous quittiez. Il est 18h41, mais je vous donne la toute dernière information, nos confrères de l'agence France-Presse qui nous confirment d'une certaine façon que des explosions ont été entendues à Doha en cette fin d'après-midi. Voilà pour l'instant, donc la capitale du Qatar, l'information confirmée par l'agence France-Presse. On ne sait pas où, on ne sait pas qu'est-ce qui a été visé, en quoi sont ces explosions. On va rester évidemment prudent. Merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. Je vous dis à très bientôt évidemment sur ce plateau et je reste sur ce sentiment, Maya Khadra, d'escalade ou d'implication américaine qui grandit. C'est quand même ça le sentiment ou la leçon de cette fin d'après-midi, tout en restant prudent. La brève de l'AFP qu'on vient de recevoir, elle marque quand même un point de bascule dans cet affrontement, dans cette guerre. Si au Qatar on entend des explosions, alors je ne veux pas être péremptoire, mais est-ce qu'il s'agit d'une base américaine? Parce que ce n'est évidemment pas contre l'État du Qatar qui entretient de bonnes relations avec la République islamique d'Iran. Si on entend des explosions, c'est sans doute la riposte attendue après les frappes américaines sur Fordow. Et là, en effet, il y a un point de bascule et les choses peuvent s'enflammer, aller dans le sens de l'escalade et d'un engagement américain. C'est un risque, c'est une crainte évidemment partagée par la communauté internationale. Il y a le sommet de l'OTAN qui se réunit demain aux Pays-Bas. On verra si Donald Trump y va et combien de temps il y reste, Emmanuel Dupuis. Mais voilà, avec prudence, évidemment, à l'heure où on se parle, ce parfum, le mot est peut-être pas le meilleur, mais ce parfum d'escalade. Avec beaucoup de prudence, il se peut aussi que ce soit une opération one-shot. Oui. Et que d'une certaine façon, les Israéliens et les Américains, ayant conscience qu'il y allait avoir une frappe, et puis non pas négocier, non, mais j'entends ce que vous voulez dire, se dire on va frapper, on met le personnel à l'abri. Un prêté pour un rendu. Oui. Disons-le ainsi, le Qatar est plus malléable que ne le sont les Émirats arabes unis, qui eux sont rentrés dans une proximité, pour ne pas dire une symbiose diplomatico-militaire avec l'État d'Israël depuis leur signature des accords d'Abraham en 2020. Alors c'est très étonnant de frapper le Qatar par ailleurs, mais c'est pas contradictoire, parce que non seulement il y a une base américaine, mais il y a une base turque. Alors si les Iraniens veulent aussi perdre le seul allié potentiel qu'ils ont en la présence la personne de Recep Tayyip Erdogan, qui, par musulmanité et non par arabité, a dit qu'il fallait soutenir l'Iran et que c'était contraire au droit international, on ne s'y prendrait pas autrement. Oui. Alors le choix du Qatar est effectivement assez étonnant. La base de Al-Udeid regroupe effectivement 15 000 soldats américains, mais c'est une des plus importantes, mais c'est pas la plus stratégique. Parce que la plus stratégique, elle se situe aux Émirats, elle se situe partiellement aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Arabie Saoudite. Disons qu'au Qatar, c'est pas la quintessence de la base. Je pourrais le dire autrement. La 5e flotte américaine est basée à Manama, à Bahreïn. Là, ça aurait été un symbole plus fort. D'accord. Donc il y a une graduation en quelque sorte. Si c'est ce qui est en train de se passer. Une grammaire qui viserait non pas à un apaisement, mais qui mettrait la balle au centre. Bien compris. Tout dépend effectivement si ces frappes se confirment et si elles font des blessés. C'est-à-dire que si il y a des victimes américaines et des morts, ça veut dire que le principe zéro mort de l'intervention, zéro mort américain de l'intervention de Trump
Ah, mais il y a un risque politique. Et là, on bascule également dans une crise politique. Donc, effectivement, il faut attendre de voir exactement ce qu'il en retourne. Et ça pourrait ressembler à la riposte après l'assassinat de Qassem Soleimani sur la base Ain el-Assad en Irak. Ils avaient déjà prévenu, bon là, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas eu de dégâts notoires. Alors, si on élargit un peu sur la capacité de riposte iranienne, puisque le thème, on va dire, central de notre débat sont les alliés de l'Iran. L'Iran a-t-il encore des alliés? Ces fameux proxys, donc ces organisations financées, aidées, soutenues militairement par l'Iran. Bon, on a bien vu le Hezbollah, vous l'avez cité, on parle des Houthis, on y consacrera d'ailleurs un débat cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres alliés qui pourraient intervenir auprès de l'Iran? Non, à part les proxys, il n'y a pas d'autres alliés pour l'Iran. Des alliés qui peuvent ravitailler l'Iran en armes, en aide militaire, ça n'existe pas. Ouais. Et aujourd'hui, les fameux proxys de l'Iran se tiennent à carreau. On va commencer par le Liban. Le Hezbollah n'a pas bougé le petit doigt. Depuis le début de cette guerre, ils ont été affaiblis et au-delà de la faiblesse, ils n'ont plus un poids politique même dans le pays. Les Houthis, avant même le 13 juin, ont subi des bombardements massifs de la part des Américains qui les ont complètement paralysés. Il reste l'Irak. Alors l'Irak, parce que après la chute de Saddam Hussein, c'était un peu la montée de l'influence chiite et il y a beaucoup de milices chiites. Il n'y a pas un seul proxy, il y a plusieurs groupes. Il y a des petites milices de quartier, il y a des formations un peu plus importantes comme le Hezbollah irakien, le Hashd al-Sha'bi, etc. Et ces milices-là ont en effet, dans toutes leurs déclarations, dans leurs communications, menacé les Américains. Mais je doute que ce soit eux qui aient lancé des frappes sur le Qatar ou que ces explosions soient dues à leur intervention. Si on se projette même lui, est-ce qu'il peut aussi y avoir une réplique sous forme de terrorisme visant des intérêts américains un peu partout? Alors ça, c'est pris très au sérieux par les États-Unis, parce que les Américains ont évoqué le fait que les intérêts militaires américains à travers le monde étaient ciblés, les nombreuses bases qu'ils ont, les 230 bases qu'ils ont à peu près à travers la planète, mais surtout aux États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. On se souvient d'ailleurs que Benjamin Netanyahou avait été très disert en disant et en justifiant l'implication américaine en disant « Souviens-toi qu'ils ont tenté à ta vie ou ils ont attenté à ta vie puisqu'il y avait eu une tentative documentée d'un attentat contre Donald Trump mené par un certain nombre de ressortissants iraniens. La meilleure preuve en est, il y a quelques jours à Chypre, où un attentat des gardiens, où théoriquement les services de renseignement chypriotes et les services de renseignement israéliens ont prévenu un attentat qui devait cibler des touristes israéliens à Chypre. Donc les intérêts américains et les intérêts israéliens dans le monde sont ciblés, mais encore une fois, je ne suis pas du tout certain que l'Iran n'ait pas perdu totalement sa capacité d'exportation de sa dangerosité. Les Houthis est une chose, le Hezbollah en est un autre. On pourrait aussi évoquer la question de l'Irak autrement, c'est que les Kurdes ont appelé, les Kurdes d'Iran, enfin les Kurdes irakiens ont appelé les Kurdes d'Iran et accessoirement les Kurdes turcs à s'en prendre à l'Iran et à se soulever. Donc il reste effectivement les milices chiites irakiennes, mais enfin le Premier ministre irakien Al-Soudani, il y a quelques heures, a dit qu'il faut éviter que la hausse du pétrole n'obère l'économie irakienne. Encore 2 minutes dans notre débat, peut-être autour d'un nouveau Moyen-Orient. En tout cas, ce sont les termes qu'on entend souvent dans l'entourage de Benjamin Netanyahou. C'est quoi? C'est un rêve? À quoi ça pourrait ressembler? Alors pour lui, c'est l'aboutissement de près de 25 ans de travail politique. Qui en plus provient on va dire, de la tradition qu'il a héritée de son père, qui était un des très très proches du père de l'idéologie de la droite israélienne, Jabotinsky, qui est un historien, Ben Sion Netanyahou, et qui a transmis à son fils une vision, on va dire, assez pessimiste et oui, assez noir, on va dire, de l'histoire juive qu'il faut donc combattre en permanence. Donc, Israël doit combattre en permanence parce que jamais le repos ne sera atteint et c'est tous les jours la nuit de cristal qui recommence. Ça, c'est le schéma mental de Benjamin Netanyahou qu'il a mis en action et en scénographie. D'ailleurs, il a fait le mur depuis des années, depuis qu'il est au pouvoir. Depuis le 7 octobre, dès ses premières déclarations après le 7 octobre, on l'a entendu dire que il y a eu des déclarations
là-dessus, de sa part, pour dire la réaction israélienne aura pour but de remodeler les lignes sécuritaires d'Israël pour les 30 ans à venir. Il a dit ça quelques jours après le 7 octobre. Donc on pense bien que là, il s'est dit, j'ai la fameuse fenêtre d'opportunité et je vais dérouler totalement le temps. Un mot là-dessus, chacune d'entre vous. Maya Kadra, je commence avec vous. Ce nouveau Moyen-Orient rêvé ou souhaité par le Premier ministre israélien. Alors, dans les 50 dernières années au Moyen-Orient, on a assisté à la chute du nasserisme, à la chute du panarabisme, au recul de l'islam politique. Il est aujourd'hui marginal, un peu. Et dernièrement, on a vu que le régime du Baas en Syrie est tombé. Donc aujourd'hui, maintenir un régime iranien islamique, ça serait un peu comme le cheveu sur la soupe ou la note dissonante dans ce nouveau Moyen-Orient. Il y a une dynamique, ça déferle. On ne peut pas l'empêcher et je ne vois pas de place à la République islamique d'Iran, à ce régime-là, dans ce nouveau spectre. Allez, à vous le mot de la conclusion. Le nouveau Moyen-Orient, ça ressemble beaucoup à la carte qu'avait brandie Benjamin Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies en disant il y a un mauvais Moyen-Orient et un nouveau bon Moyen-Orient. Et le bon Moyen-Orient, on l'a sous les yeux. Les pays arabes autour d'Israël ont laissé passer les avions israéliens sans s'y opposer. Ils ont même intercepté des missiles iraniens qui venaient frapper Israël. D'ailleurs, c'est pour cette raison que quand l'Iran dénonce les pays qui soutiennent Israël, ce n'est pas les pays occidentaux. C'est la Jordanie, c'est l'Arabie saoudite, accessoirement l'Irak et singulièrement l'Égypte, qui ont normalisé déjà depuis 30 ans. Et un peu la France à ce moment-là. Et un peu la France et la Grande-Bretagne. En avril 2024. Dans les premières frappes, c'était la France et la Grande-Bretagne qui avaient participé. Donc le nouveau Moyen-Orient, c'est en fait les accords d'Abraham élargis. Et là, on ne voit pas comment le président américain ne va pas convaincre Mohammed Ben Salman de signer et donc d'augmenter la stabilité ou la densité, la normalisation, acter la normalisation avec l'État d'Israël, étant donné que déjà Bahreïn et les Émirats arabes unis l'ont fait. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.